l'actualité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Donc bienvenue, vous étiez derrière François Hollande hier, pourquoi ? Parce que j'ai vu que les autres dirigeants de droite, disons, le moins qu'on peut dire, c'est qu'ils marquent une certaine forme d'ironie à l'égard de la présence de François Hollande donc à Colombey. Je suis député de la Haute-Marne, j'ai présidé l'agglomération de Chaumont qui comprend la commune de Colombey-les-Deux-Églises pendant de nombreuses années. Et donc, je suis républicain, donc j'ai accueilli le président de la République dans mon département, c'est tout. Mais en étant derrière lui, est-ce que vous avez l'impression quand même qu'il faisait de la récupération, puisque vous le voyez de dos ? Bien sûr, mais c'était de la communication. Simplement, le président de la République vient à Colombey-les-Deux-Églises. Vous savez, De Gaulle n'a pas. Je rebondis sur ce que disait Guillaume Dabar à l'instant. De Gaulle n'appartient à personne. Il appartient à tous les Français. Donc, que le président de la République vienne à Colombey-les-Deux-Églises. C'est normal. Oui, ça n'a rien. Moi, je ne suis pas tombé dans la polémique sur ce déplacement. Mais en même temps, c'est ambigu parce que vous dites. Je ne suis pas dupe. Vous voulez pas polémiquer, vous dites c'est de la récupération. Oui, mais c'est pas une polémique de dire ça. C'est un fait. Il suffisait de voir le comportement du président de la République pendant toute sa visite. Simplement, c'est pas pour ça qu'il faut boycotter. Je veux dire, il y a des principes républicains. Nous sommes dans une république qui doit être, à mon sens, apaisée. Je combats François Hollande. Je combats sa politique. Je fais tout pour que l'alternance soit en œuvre l'année prochaine. Le président de la République vient dans ma ville, dans mon département, c'est logique que je sois présent en tant que parlementaire. On va parler évidemment dans un instant de la situation politique, mais ce Larossi Abala, condamné en 2013, il est évident disons que du point de vue de l'État, on peut comprendre une certaine forme de surprise, voire d'impuissance à partir du moment où ce type de personnage sort de l'inconnu. Or, lui ne sort pas de l'inconnu puisqu'il a été condamné en 2 et qu'il a donc tué ces 2 policiers la nuit dernière. Qu'est-ce qu'on fait, Luc Châtel ? Vous savez, ce matin, il y a peut-être trois mots pour résumer le ressenti qui est le mien, qui est sans doute celui de tous les Français. C'est d'abord l'émotion qu'un couple de policiers soit pris pour cible, que les forces de l'ordre payent à nouveau un lourd tribut. La stupéfaction de par le mode opératoire, parce que nous avions eu, il y a quelques mois, des crimes de masse, si je puis dire, des attentats massifs dont l'objectif était de détruire le maximum de victimes. Là, nous sommes plus dans la symbolique, dans le caractère diffus. Et ça, c'est évidemment, ça interpelle, ça fait froid dans le dos. Et puis évidemment la colère face au mode opératoire qui est manifestement un crime barbare. Et puis face à ce mouvement de l'intérieur, parce que la spécificité de la France aujourd'hui, et c'est ce monde qui a changé, c'est que nous sommes à la fois les cibles de Daesh, mais nous sommes aussi quelque part pourvoyeurs de Daesh, de par un certain nombre d'individus qui, c'est le cas manifestement qui est né en France, qui est français, qui a un profil qu'on retrouve dans ce type d'affaires, c'est-à-dire qui commence par être un voyou de quartier, être condamné, puis ensuite pour des attaques liées au terrorisme. Je reprends la question, évidemment vous allez trouver qu'elle est un peu trop grande, mais on fait quoi exactement pour que ça s'arrête, cette affaire-là ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que ça va être quand même un des débats de la primaire et même de la vie politique en général, bien au-delà de la droite. D'abord, il a été condamné en 2013. Il a été surveillé, puis on a arrêté la surveillance. Donc on fait quoi exactement ? On fait quoi ? On soutient nos forces de l'ordre, on travaille, on coordonne mieux l'action. Mais ça n'engage rien, ça. Écoutez, vous savez, le risque zéro n'existe pas malheureusement en la matière. Simplement, ce qui est important, c'est de faire une bonne analyse de la situation. Vous savez, la guerre contre Daesh, elle se mène pas uniquement dans le territoire des Yvelines, elle se mène dans le monde entier, d'abord. Oui. C'est une opération militaire. Ensuite, c'est une guerre européenne. C'est une guerre, toutes les grandes nations européennes sont confrontées à cette guerre. On voit le crime odieux des États-Unis avant-hier. Je vais être plus précis. Est-ce que vous considérez, puisqu'il s'agissait dans sa condamnation de 2013 de terrorisme, qu'il faille que ces gens-là ne reviennent pas ou ne ressortissent pas du droit commun et qu'ils soient d'une certaine manière, surveillés ou Nous avons manifestement une question sur le suivi des anciens condamnés pour actes de terrorisme, ça a été son cas. Est-ce que dans le droit, on fait un cas spécial pour ces gens-là, ce qui est combattu par une partie de l'opinion ou même des juristes qui considèrent qu'il n'y a aucune raison de le faire ? Mais écoutez, la France est attaquée, les mesures de rétorsion face à ces nouvelles attaques doivent être sans commune mesure avec ce que nous avons connu par le passé. En clair, les États-Unis, après 2001, ont considérablement adapté leurs droits pour lutter face à cela. Ça n'a pas empêché Orlando, mais ça a sans doute empêché beaucoup d'autres crimes, beaucoup d'autres attaques terroristes. Voilà. Donc, nous avons fait évoluer la législation. Je pense que nous devrons nous poser la question du suivi
de ces détenus, du suivi de ces individus qui sont français, mais qui ont été condamnés. C'est auxquelles nous réfléchissons tous les deux, qui doivent faire l'objet de discussions actuellement à l'Élysée avec François Hollande et les ministres concernés. Sans doute, je l'espère. Ouais. Je l'espère. Mais dans ce cas-là, vous soutiendrez ce qui peut sortir de l'Élysée, ou au contraire, vous considérez qu'il y a finalement du côté de la gauche une sorte de laxisme depuis longtemps? Écoutez, ça a toujours été l'attaque de la droite. Nous avons montré à plusieurs reprises, depuis les attentats de janvier 2015, que nous étions prêts et nous prenions nos responsabilités. La droite a soutenu un certain nombre de dispositions nouvelles qui ont été adoptées par le gouvernement depuis janvier 2015. Elle a fait un certain nombre de propositions. Par exemple, nous avions suggéré que les policiers, compte tenu de l'état d'urgence, compte tenu de la situation, puissent être armés en rentrant chez eux. Alors, l'enquête dira si ce policier ou non était armé. Simplement, nous avons fait preuve de responsabilité. À plusieurs reprises, nous avons voté les lois proposées par le gouvernement, nous les avons amendées. Donc, nous serons prêts à examiner avec bienveillance des textes s'ils vont dans le sens d'un renforcement de la sécurité des Français. C'est ça qui nous guide. Oui, mais même si c'est habillé par le terrorisme, ça rappelle, c'est le psychose Hitchcock. Même si ce garçon est motivé pour des raisons qui sont totalement idéologiques, religieuses, contaminées par Internet, etc., il y a quand même cet acte isolé qui sort d'un peu de nulle part. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces gens qui ont été condamnés, on les garde pendant très longtemps dans des espèces de camps de transit? À un moment, ça a émergé à droite, ce genre de questions. Ça a été complètement condamné à gauche. Ou est-ce qu'on laisse faire la justice et quand finalement ils sont remis en liberté, on les laisse dehors? D'un côté, tout le monde se pose cette question. D'un côté, nous venons de l'évoquer, la plus grande fermeté, et effectivement, le suivi de ces individus doit faire l'objet d'une réflexion approfondie. Mais de l'autre, vous savez, dans terroriste, il y a le mot terreur. Cessons de céder à la terreur ambiante. Qu'est-ce que cherchent les terroristes? Qu'est-ce que cherchent ceux qui ont commandité cet attentat? Ils cherchent à ce que tous les policiers de France, tous les Français qui vivent dans ces quartiers, qui côtoient dans leur vie associative et autres. Oui, c'est terrorisant, mais nous ne devons pas non plus céder à cette terreur. C'est-à-dire que nous devons... qu'on allait céder, mais c'est quand même terrorisant. Oui, mais bien sûr que c'est terrorisant. Mais d'abord, ce mode opératoire a déjà existé par le passé. On a connu des organisations terroristes dans les années 70, par exemple, qui s'en prenaient à des individus au regard de ce qu'ils représentaient. Vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de leur fonction, vis-à-vis de leur métier, de ce qu'ils exerçaient. Voilà. Donc, moi, je crois qu'il faut à la fois être de la plus grande fermeté sur le fond, et en même temps, il faut montrer à ces organisations terroristes que nous résistons, que nous continuons à vivre, que nous continuons à avancer. La pire des réponses, ce serait de tomber dans l'espèce de psychose ambiance. C'est ce que cherchent les terroristes. Question concernant justement les primaires. Henri Guénaud est maintenant candidat. Ça fait une floraison justement de gens qui ont été proches de Nicolas Sarkozy qui sont candidats. Il y a un article dans Le Parisien concernant justement... Alors il y a ceux qui ont été ministres de Nicolas Sarkozy. Alain Juppé a été ministre de Nicolas Sarkozy. François Fillon a été Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Bruno Le Maire a été ministre de l'Agriculture de Nicolas Sarkozy. Maintenant, il y a les proches de Nicolas Sarkozy, même ceux qui n'ont pas forcément été ministres. Il y a Guénaud, Morano a été ministre, Geoffroy Didier n'était pas ministre, Frédéric Lefebvre. Ça devient quoi cette histoire? Parce que franchement, ça soulève une certaine forme d'ironie. D'abord, vous me permettrez d'attendre le début du mois de septembre, qui sera la date limite pour faire acte officiellement de candidature et donc déposer les parrainages requis. Vous avez vu ce qu'a dit Guénaud, même si j'ai pas les parrainages. Oui, alors, je vais y venir ça. Mais vous me posez une question par rapport au nombre de candidats. Nous verrons sur la ligne de départ combien il y a de candidats. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer chez vous, ici, Guillaume Durand, en disant que pour ma part, je considérais que la primaire, c'était pas un galop d'essai, c'était pas une opération de promotion personnelle, c'était une compétition qui devait être, à mon sens, réservée à ceux qui auraient été candidats au premier tour de la présidentielle. Voilà. Maintenant, nous avons fixé des règles. Et écoutez, que ceux qui sont candidats à la candidature respectent ces règles, c'est-à-dire qu'ils présentent des parrainages, et puis nous verrons le 12 septembre qui est véritablement... Guénaud est particulier, puisque le Guénaud dit... Alors je viens à Henri Guénaud. Henri Guénaud, il considère que ses idées ne sont pas représentées. S'il a un projet à défendre pour la France, qu'il le défende. C'est l'idée de la primaire. En même temps, c'est un peu compliqué d'expliquer « je vais participer à la primaire même si j'y crois pas, et si jamais j'obtiens pas les parrainages, j'irai quand même à l'élection présidentielle ». Quand on participe à une compétition, à une épreuve, on respecte les règles. Voilà. Donc moi, je dis à Henri, amicalement, s'il a un projet à défendre
Évidemment, il est le bienvenu dans le cadre des primaires. Simplement, il respecte les règles. Moi, je me mets à la place de François Hollande, ça c'est rare. Le fait que Guénaud fasse ce type de déclaration, c'est j'y vais quoi qu'il arrive, il se dit c'est formidable. Ils ont fait une primaire à droite pour éviter qu'il y ait plusieurs candidats contre le Front National, et maintenant ils trouvent quelqu'un qui était assez proche d'eux, qui a même été à l'Élysée pendant je ne sais pas combien de temps, et qui ira quoi qu'il arrive. Guillaume Durand, vous êtes un fin observateur de la vie politique. Si on n'obtient pas 20 parrainages de parlementaires, c'est un peu compliqué d'aller chercher 500 parrainages d'élus dans la France entière. Voilà, c'est une simple remarque qui me semble de bon sens. Et dernier point, parce que c'est important, est-ce que vous considérez finalement aujourd'hui que la bataille entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, parce que c'est vraiment une bataille, c'est le cœur de cette affaire politique et que les autres sont là pour faire de la figuration? Je ne le crois pas. Je pense que la primaire sera ouverte. La primaire, c'est l'affaire du mois de septembre, parce que nous avons encore des échéances importantes pour le parti. Vous avez rappelé tout à l'heure que je présidais le Conseil national des Républicains, qui est le Parlement du parti, qui va se réunir le 2 juillet prochain. C'est une date importante parce que c'est la validation de notre projet. Le projet pour l'échéance de 2017. C'est un rendez-vous très attendu de la part de ceux qui, depuis 18 mois, redressent le parti, contribuent en apportant leur projet. Il donne sa candidature. Alors ou il attend ensuite, écoutez, c'est à lui de le décider, ça. Simplement, nous savons que la date limite. Moi, mon sentiment, c'est que la compétition doit démarrer en septembre. Voilà, 2 mois pour la primaire, c'est largement suffisant. Ensuite, les uns les autres s'exprimeront. Puis nous verrons. Vous savez, faut jamais présager de rien. La primaire, à mon avis, le jeu est très ouvert aujourd'hui. Mais je pense que ce sera une bonne compétition nécessaire devant les Français. Pour que ce soit eux, les Français de la droite et du centre, qui arbitrent sur le fond et sur le candidat qu'ils souhaitent choisir pour les représenter à la présidentielle. Merci Luc Châtel, président du Conseil national des Républicains. Bonne journée à vous. Nous allons rendez-vous dans un instant donc avec le rappel des titres et la revue de presse, et puis aussi donc avec Philippe Tesson et Bruno Roger Petit. Merci. C'était l'invité politique sur Radio Classique et Paris Première.